lors du gala d'anniversaire de l'entreprise, mon arrogant ex-mari, un directeur de haut rang, m'a toisé en riant d'un air méprisant. Qui voudrait d'une divorcée fauchée et stérile comme toi? Mais à l'instant même où ces mots franchissaient ses lèvres, un homme est entré, avec des jumeaux dans les bras, et m'a fermement pris la main. En voyant cela, mon ex-mari a blêmi et s'est immédiatement incliné, en signe de soumission. Le gala d'anniversaire de la société, ce soir-là, était d'un luxe spectaculaire. Un jazz instrumental léger flottait dans la grande salle de réception de l'hôtel de luxe. Les lustres en cristal diffusaient une lueur chaude et éclatante, qui se reflétait sur les flûtes remplies de champagne coûteux, de cocktails sans alcool artisanaux et de cidre pétillant. Les invités, de hauts dirigeants, des partenaires commerciaux et des employés de haut rang discutaient chaleureusement dans cette atmosphère opulente. Dans un coin de la vaste salle, des rangées de longs buffets présentaient un assortiment culinaire exquis. Des hors-d'œuvre délicats aux desserts artisanaux méticuleusement disposés, tout était parfait. C'est là que se tenait Nathalie. Elle restait calme, veillant à ce qu'aucun plat ne soit vide. Nathalie n'était pas là en tant qu'invitée. Elle dirigeait la société de traiteurs d'élite choisie pour cet événement crucial. Elle inspectait chaque chauffe-plat, ajustait l'alignement des assiettes en porcelaine et s'assurait que son personnel de service travaillait avec diligence. Ses mains s'agitaient avec agilité pour réorganiser un plateau de fromage et de fruits gourmands. Pendant ce temps, ses yeux surveillaient avec vigilance la zone de restauration. Elle s'est arrêtée un instant pour lisser sa veste de chef noir impeccable et vérifier que ses cheveux étaient toujours soigneusement attachés en un chignon banane professionnel. Malgré l'agitation, Nathalie travaillait avec un dévouement farouche. Elle avait bâti son entreprise de traiteur à force de sueur et de larmes, gagnant enfin la crédibilité nécessaire pour décrocher un contrat d'une telle ampleur. Pour elle, ce travail était un accomplissement monumental, la preuve qu'elle pouvait réussir par elle-même. Mais alors qu'elle était concentrée, un rire bruyant et sonore a soudain brisé l'ambiance près du buffet des desserts. La voix était si familière que le cœur de Nathalie s'est serré un instant. Elle a levé le menton et a aperçu Amaury, son ex-mari, entouré de plusieurs cadres et subordonnés. Amaury avait l'air incroyablement suffisant, bombant le torse, comme si tout l'immeuble lui appartenait. Son poste de directeur principal au sein de la firme lui donnait un sentiment de pouvoir absolu, lui permettant de rabaisser quiconque se trouvait, selon lui, en dessous de sa classe sociale. Le regard d'Amaury a balayé les tables du traiteur et s'est arrêté brusquement sur Nathalie. Un sourire cynique et cruel s'est instantanément affiché sur son visage. Sans une hésitation, Amaury s'est dirigé vers la table où se tenait Nathalie, son entourage curieux sur ses talons. Nathalie a essayé d'ignorer sa présence en restant concentrée sur son travail, mais Amaury lui a délibérément barré le passage. Il a croisé les bras, toisant Nathalie avec une condescendance flagrante. Il a fait exprès de hausser la voix pour que tout le monde puisse l'entendre. Eh bien, regardez ce que nous avons là. Une cantinière de luxe qui gratte quelques centimes lors de mon événement. Nathalie a pris une profonde inspiration, luttant pour réprimer la colère qui montait en elle. Elle a croisé le regard d'Amaury calmement, sans aucune crainte. « Excusez-moi, je travaille. Si vous voulez manger quelque chose, les assiettes sont juste là. Sinon, je vous prie de me laisser passer. » En entendant sa réponse, Amaury a ri de plus belle. Il a regardé ses collègues, cherchant un public pour humilier davantage la femme face à lui. « Tu travailles? Oh, c'est donc à ça que tu es réduite après que je t'ai mise à la porte? Servir les restes ?» Amaury l'a foudroyé d'un regard plein de dédain. « Est-ce que vous savez qui c'est? Cette femme est mon ex-femme. Je l'ai jetée sur le trottoir parce que c'était une marchandise défectueuse. Qui voudrait d'une divorcée fauchée et stérile comme toi? J'ai du mal à croire que tu aies encore le culot de te montrer devant moi après que ton petit secret a été révélé. » Ces paroles cruelles ont résonné dans ce coin de la salle de bal, provoquant un silence de mort soudain. Les gens commençaient à chuchoter, certains regardant Nathalie avec pitié, tandis que d'autres restaient silencieux, terrifiés à l'idée de contrarier un directeur principal. Nathalie a serré les poings derrière son tablier. Son cœur souffrait de cette humiliation publique. Pourtant, elle était déterminée à ne pas verser une seule larme devant l'homme qui avait autrefois brisé sa vie. Elle s'est redressée, prête à répliquer de façon cinglante. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, le bruit de pas lourd et autoritaire a résonné depuis les grandes portes en chêne de la salle de bal. Les immenses portes se sont ouvertes à la volée, accompagnées d'un silence total qui s'est abattu sur toute l'assemblée. Tous les regards se sont tournés vers l'entrée. Zacharie est entré dans la salle, dégageant une aura de puissance et d'autorité écrasante. Ses pas étaient mesurés, mais imposaient une domination absolue. Il n'était pas seulement un invité de marque. Il était le nouveau milliardaire, PDG et actionnaire majoritaire, qui venait de finaliser le rachat de toute la société. Sa présence ce soir était une surprise colossale que la plupart des directeurs, y compris Amaury, ignoraient totalement. Mais ce qui a coupé le souffle à tout le monde, ce n'était pas seulement le statut de milliardaire de Zacharie. C'était ce qu'il portait. Dans ses bras musclés et élégamment vêtus, il tenait 2 magnifiques bébés, jumeaux endormis. Les traits fins et séduisants de Zacharie ne trahissaient aucun signe de nervosité face aux nourrissons. Au contraire, il semblait prêt à les protéger farouchement.
Zacharie a ignoré la file de dirigeants qui se précipitaient pour ajuster leurs cravates et le saluer. Son regard perçant a balayé la pièce et s'est immédiatement fixé sur un point précis, la foule entourant Nathalie et Amaury. Sans une seconde d'hésitation, Zacharie a marché droit devant lui. La foule s'est écartée automatiquement comme la mer Rouge pour lui laisser le passage. Amaury, qui riait avec arrogance quelques instants plus tôt, s'est figé. Il a blêmi en réalisant qui s'approchait. Il a reconnu Zacharie grâce à l'actualité financière, l'homme le plus impitoyable et le plus influent du monde des affaires, qui était désormais son patron suprême. Une sueur froide a perlé sur le front d'Amaury. Il a précipitamment décroisé les bras et a baissé la tête profondément. Le corps d'Amaury tremblait alors que Zacharie s'arrêtait juste devant lui. Il s'est courbé dans une posture soumise, espérant désespérément que le nouveau PDG n'avait pas entendu son éclat de voix cruel. « Bonsoir, monsieur. C'est un immense honneur de vous recevoir pour notre événement », a bafouillé Amaury, les yeux rivés sur le sol de marbre coûteux, trop terrifié pour croiser le regard de Zacharie. Mais Zacharie a complètement ignoré les salutations d'Amaury. Il est passé devant l'homme incliné pour se tenir juste à côté de Nathalie. Avec une douceur qui contrastait totalement avec son aura glaciale, Zacharie a délicatement transféré l'un des jumeaux dans les bras de Nathalie. Nathalie a accueilli son bébé avec un sourire soulagé, sentant le poids lourd dans sa poitrine s'évaporer instantanément à la vue de son mari. Après s'être assuré que le bébé était en sécurité dans les bras de Nathalie, Zacharie a tendu sa main libre et a fermement entrelacé ses doigts aux siens. Sa poigne était solide, offrant une chaleur et une protection inébranlables. Ce n'est qu'alors que Zacharie a tourné la tête vers Amaury, qui était toujours incliné par la terreur. Les yeux de Zacharie sont devenus aussi froids que de l'azote liquide, transperçant Amaury comme s'il déchirait son âme. Relevez la tête. Amaury a lentement levé son visage pâle. Ses yeux se sont agrandis sous le choc absolu en voyant la main de Zacharie tenir fermement celle de Nathalie. Son cerveau a court-circuité, incapable de traiter la scène impossible qui se déroulait devant lui. « Comment osez-vous insulter ma femme, la mère des seuls héritiers de cet empire ?» Sa voix a tonné dans la salle de bal plongée dans un silence de mort. La déclaration de Zacharie a frappé Amaury comme un coup de foudre. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Soudain, ses genoux ont lâché. Amaury s'est effondré sur le sol de marbre dans un bruit sourd. Ses yeux étaient vides, fixant les jumeaux qui reposaient désormais en sécurité dans les bras de Nathalie et de Zacharie. Chaque insulte qu'il venait de proférer s'était retournée contre lui pour le détruire totalement. Toute la salle dévisageait maintenant Amaury avec un profond dégoût, réalisant que l'arrogant directeur venait de creuser sa propre tombe en humiliant la femme du prédateur, alpha de leur industrie. Zacharie n'a jamais lâché la main de Nathalie. Il se tenait là comme une forteresse imprenable, garantissant qu'à partir de ce soir, plus personne au monde n'oserait manquer de respect à la femme qu'il aimait par-dessus tout. Ce souvenir amer de la salle de bal s'effaça, ramenant l'esprit de Nathalie vers cette nuit d'horreur, il y a 2 ans. Il pleuvait à verse. Le tonnerre grondait dans un ciel d'encre. À l'intérieur du vaste hôtel particulier de banlieue, qu'elle considérait autrefois comme son sanctuaire, une tempête bien plus violente ravageait sa vie. Nathalie restait figée dans le grand hall, fixant le rapport médical froissé qu'Amaury venait de lui jeter au visage. Le papier voleta jusqu'au parquet, affichant ce jargon médical qui agissait comme une condamnation à mort pour son mariage. Amaury la surplombait, le visage rouge d'une rage incontrôlable. Les veines de son cou saillaient alors qu'il hurlait les mots qui allaient devenir la cicatrice la plus profonde dans le cœur de Nathalie. « Tu n'es qu'une ratée, tu es stérile. Sors de chez moi, Nathalie. Tout de suite, pourquoi devrais-je garder une épouse inutile comme toi? J'ai besoin d'un héritier, j'ai besoin d'un enfant, et tu es physiquement incapable de m'en donner un. » Nathalie essaya de lui attraper le bras. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle implora une chance, le supplia de demander un deuxième avis à une autre clinique de fertilité ou de trouver une solution ensemble, mais Amaury repoussa violemment sa main, la poussant si fort qu'elle faillit tomber. Ses yeux n'exprimaient qu'un dégoût pur, faisant se sentir Nathalie incroyablement petite et insignifiante. « Ne me touche pas. À partir de cette seconde, tu n'es plus ma femme. Je vais épouser Sandrine, parce qu'elle porte mon enfant en ce moment même. Sandrine peut me donner ce que ton corps brisé n'a jamais pu m'offrir. Ramasse tes ordures et dégage. » Du haut du grand escalier, Sandrine descendit d'une démarche exagérément élégante. Elle regarda Nathalie avec un sourire triomphant et exaspérant. Sandrine enroula ses bras autour du biceps d'Amaury, s'appuyant affectueusement contre l'homme qui allait bientôt devenir son mari légal. Nathalie les fixait, le cœur brisé en 1000 morceaux. La trahison s'était produite sous son nez. Amaury avait une liaison avec Sandrine depuis des mois, et maintenant, ils utilisaient ce rapport de fertilité comme l'excuse parfaite pour se débarrasser d'elle. Privée de toute chance de se défendre ou de faire valoir ses droits, Nathalie fut mise à la porte cette nuit-là même. Elle quitta l'hôtel particulier avec pour tout bagage quelques vêtements de rechange fourrés dans un sac de sport. Alors qu'elle franchissait les grilles en fer forgé, la pluie glaciale de Paris la fouettait, cachant les larmes qui ne cessaient de couler. Elle marcha sans but dans la nuit gelée, portant le poids agonisant de son étiquette de femme stérile. Cette longue rêverie se dissipa lentement, chassée par un petit gémissement étouffé. Nathalie cligna des yeux,
se concentrant sur la réalité devant elle. Elle n'était plus dans ces rues sombres et glaciales. Elle était assise sur un tapis épais et chauffant, dans le vaste salon chaleureux de son propre et magnifique domaine. Sur ses genoux, le petit Adrien essayait de fourrer un anneau de dentition dans sa bouche, tandis qu'Alice rampait lentement vers la jambe de sa mère, en gazouillant joyeusement. Nathalie posa sa tasse de thé sur la table basse et souleva Alice, serrant la petite fille avec une affection débordante. Elle huma cette odeur de bébé si particulière qui parvenait toujours à apaiser son âme. Se sentant délaissé, Adrien commença à pleurnicher, réclamant la même attention. Nathalie sourit largement, le prenant dans ses bras pour serrer ses deux bébés à la fois. La chaleur de leur petit corps l'envahissait, effaçant les dernières ombres de son passé traumatisant. Nathalie baissa les yeux, étudiant les visages de ses enfants. Elle caressa doucement la joue potelée d'Adrien. Puis ses yeux se posèrent sur une petite tache de naissance derrière l'oreille d'Alice, une marque identique à celle que Nathalie portait depuis la naissance. Des larmes d'une profonde émotion lui montèrent aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'un immense soulagement et d'une joie absolue. Ses jumeaux dans ses bras étaient la preuve vivante que les accusations cruelles d'il y a 2 ans n'étaient qu'un énorme mensonge. Ils étaient sa propre chair, son propre sang, ayant grandi dans son ventre et mis au monde par sa propre force. Nathalie n'avait jamais été stérile. Son corps était parfaitement sain et capable de donner la vie. Ce fait médical anéantissait le mensonge qu'il avait autrefois détruite. « Maman vous aime tellement, tous les deux », murmura Nathalie à l'oreille de ses enfants, la voix tremblante d'émotion. « Vous êtes les plus grands miracles de ma vie. Personne ne nous séparera jamais, et je jure que je vous protégerai au péril de ma vie. » Cependant, l'existence de ces jumeaux soulevait une question évidente dans l'esprit de Nathalie. Si elle était parfaitement saine et capable de concevoir naturellement sans traitement complexe de FIV, alors à qui appartenaient les résultats médicaux qu'Amaury lui avait montrés 2 ans auparavant? Comment son gynécologue de confiance avait-il pu donner un diagnostic aussi désastreusement erroné? Nathalie réalisa qu'un jeu sale s'était joué dans son dos, un mensonge méticuleusement élaboré pour se débarrasser d'elle. Elle caressa les cheveux doux de son bébé, l'esprit en ébullition. La vérité qu'elle tenait entre ses bras n'était pas seulement une bénédiction du ciel. C'était une arme mortelle qui allait démanteler toute la tromperie qu'Amaury et Sandrine avaient construite. Elle se rappela le visage livide d'Amaury lorsqu'il l'avait vu avec ses bébés lors du gala. Cet homme arrogant devait perdre la tête en ce moment même. Amaury, qui se pavanait de sa capacité à avoir un enfant avec Sandrine, était maintenant giflé par la réalité. L'ex-femme qu'il avait rejetée pour sa prétendue stérilité avait donné naissance sans difficulté à des héritiers en bonne santé. Nathalie essuya ses larmes et sourit d'un air entendu. Les roues du destin tournaient avec une justice parfaite. Autrefois, elle avait pleuré, réclamant de l'équité. Et maintenant, cette équité était entrée dans sa vie par les petits pas d'Adrien et d'Alice. Nathalie resserra son étreinte, sentant le rythme cardiaque de son bébé synchronisé avec le sien. Elle savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Mais cette fois, elle n'était pas une victime faible et opprimée. Elle était une mère debout, prête à anéantir tout obstacle pour l'avenir de ses enfants. Cette nuit-là, il y a 2 ans, le vent était glacial. La pluie tombait comme si le ciel s'était déchiré, brouillant la vision de Nathalie et étouffant le son de ses propres pas errants après avoir été violemment mise à la porte par Amaury. Elle avait erré sur une autoroute de banlieue mal éclairée. Son esprit était brisé. La trahison l'étouffait tellement qu'elle pouvait à peine respirer. Elle serra son manteau contre elle, essayant de trouver un peu de chaleur dans la tempête incessante. Elle ne savait pas où aller, mais elle continuait de marcher parce qu'elle refusait de s'abandonner au désespoir. Elle se persuada qu'il devait y avoir un plan plus vaste derrière cette souffrance. Alors qu'elle marchait péniblement le long d'une étendue de bois dense, un son terrifiant déchira la nuit. Le crissement des pneus dérapant sur l'asphalte mouillé, suivi du fracas assourdissant du métal, fit figer Nathalie. Son cœur battait à tout rompre. Elle se mit à courir, sprintant à travers le rideau de pluie vers le bruit terrifiant. Au détour d'un virage serré sur la route glissante, Nathalie repéra un SUV de luxe broyé. L'avant était complètement écrasé contre un énorme pilier en béton. De la fumée blanche s'échappait du capot déformé, se mélangeant à la pluie battante. Sans une pensée pour sa propre sécurité, Nathalie se précipita vers l'épave. Elle regarda à travers la vitre étoilée de la portière conducteur et vit un homme affalé sur le volant. Inconscient, son visage était couvert de sang et sa respiration était incroyablement superficielle. La portière côté conducteur était enfoncée et coincée. Nathalie tira sur la poignée de toutes ses forces, s'écorchant les mains, mais sa panique lui fit ignorer la douleur. Elle courut vers le côté passager et remercia Dieu que la porte ne soit pas verrouillée. Elle grimpa dans l'habitacle rempli de fumée, les mains tremblantes, alors qu'elle détachait la ceinture de sécurité de l'homme. Avec toute l'adrénaline qui lui restait, Nathalie traîna cet homme imposant et musclé hors du véhicule, terrifiée à l'idée qu'il puisse s'enflammer à tout instant. Elle l'éloigna de l'épave et l'adossa contre un grand chêne qui offrait un léger abri contre l'averse. Nathalie retira son écharpe et l'appuya fermement contre la blessure profonde sur son front pour arrêter le saignement. Elle appela à l'aide vers l'autoroute déserte,
priant pour qu'une voiture passe. Un miracle arriva sous la forme d'un camion de livraison nocturne. Nathalie courut au milieu de la route, agitant ses bras frénétiquement. Le conducteur s'arrêta et l'aidait à hisser l'homme blessé dans la cabine spacieuse. Ils foncèrent vers les urgences de l'hôpital général le plus proche. Nathalie était assise à l'arrière, tenant la tête de l'homme sur ses genoux, priant sans cesse pour sa survie. À l'hôpital, l'équipe de traumatologie prit le relais. Nathalie resta seule dans la salle d'attente glaciale, ses vêtements trempés la faisant frissonner violemment, mais elle refusa de partir avant de savoir que l'inconnu était hors de danger. Épuisée et brisée par sa propre nuit tragique, elle finit par s'évanouir sur les chaises en plastique dur. Le lendemain matin, la lumière du soleil la réveilla. Le Yiddish prenne 3. Et en tant qu'employé débutant, vous rendrez compte directement à la nouvelle vice-présidente de votre division. Nathalie Zacharie avait terminé. Les jambes d'Amaury flageolèrent. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Ce châtiment était infiniment pire qu'un licenciement. Il était forcé de ravaler son ego démesuré et de devenir le subordonné direct de la femme qu'il avait maltraitée et rabaissée. Alors qu'il réalisait l'enfer qui l'attendait, Nathalie fixa Amaury d'un regard froid et calme, prête à donner à son ex-mari une leçon qu'il endurait pour le reste de sa misérable vie. Les semaines suivantes furent un cauchemar éveillé pour Amaury. Être forcé de travailler sous la direction directe de Nathalie détruisit le peu de dignité qui lui restait. Nathalie prit la tête de la division avec un leadership spectaculaire. Elle dirigeait les réunions avec un brio et une assurance qui lui valurent instantanément le respect profond de tout l'étage. Elle n'était plus la femme effacée et soumise qu'Amaury contrôlait autrefois. Elle était une force de la nature. Pendant ce temps, Amaury, qui avait l'habitude de se prélasser et d'aboyer des ordres, passait ses journées à courir pour faire des photocopies, chercher du café et rédiger de fastidieux rapports de données. Nathalie n'était jamais cruelle. Elle ne criait jamais et n'utilisait jamais les insultes dégradantes qu'Amaury lui lançait autrefois. Elle restait strictement, froidement professionnelle, et ce professionnalisme glacial humiliait Amaury plus que tout. Chaque fois qu'Amaury soumettait un rapport, Nathalie l'examinait minutieusement. À la moindre faute de frappe, elle le lui rendait et lui ordonnait de tout recommencer à zéro. Le personnel débutant qu'il terrorisait autrefois le regardait désormais avec un mélange de pitié et d'amusement. Mais Amaury ne pouvait pas démissionner. Il savait que son beau-père, Howard, le détruirait s'il perdait ses revenus, et les factures de carte de crédit de Sandrine s'accumulaient. Un soir, le bureau était désert. Amaury était assis dans un box exigu et sans fenêtre, révisant un tableur pour la 5e fois. Alors qu'il préparait sa mallette pour partir, 2 hommes massifs en costume sombre bloquèrent la sortie de son box. Ils lui ordonnèrent de les suivre, sans aucune explication. Terrifié à l'idée que Zacharie allait enfin le tuer, Amaury suivit les hommes jusqu'à la salle des archives au sous-sol du bâtiment. La pièce insonorisée n'était éclairée que par une seule ampoule blafarde. Lorsqu'ils poussèrent Amaury à l'intérieur et verrouillèrent la porte lourde, il vit un homme plus âgé tremblant sur une chaise pliante en métal. C'était le docteur Higgins, le spécialiste de la fertilité d'il y a 2 ans. Le médecin semblait être une épave. Sa chemise de créateur était froissée et tachée de sueur. Un terrible pressentiment envahit la poitrine d'Amaury. « Que diable faites-vous ici ? Qui vous a amené ici ?» demanda Amaury, essayant de masquer sa panique croissante. Le docteur Higgins leva les yeux, le regard vitreux et larmoyant. Il se jeta soudain hors de sa chaise, tombant à genoux aux pieds d'Amaury en sanglotant de façon hystérique. « Je suis tellement désolé, Amaury. Je suis tellement désolé. Je vis un cauchemar depuis 2 ans, hurla le médecin. Les hommes de M. Zacharie m'ont trouvé. Ils m'ont forcé à vous dire la vérité ce soir. Quelle vérité ? Parlez clairement. Que s'est-il passé il y a 2 ans ? Hurla Amaury, sa voix résonnant sur les murs en béton. Le docteur Higgins essuya son visage, levant les yeux avec un immense remords. Le rapport médical que je vous ai donné, c'était un faux. Il a été entièrement fabriqué, lâcha-t-il entre 2 sanglots. Sandrine est venue à mon cabinet privé avant que les résultats ne soient imprimés. Elle m'a versé une énorme somme d'argent et a menacé de me faire retirer ma licence médicale si je n'obéissais pas. Elle m'a forcé à échanger les noms sur les résultats. La poitrine d'Amaury se souleva. Il ne pouvait plus respirer. Échanger les résultats. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qui était malade ? Exigea-t-il, saisissant le docteur Higgins par le col. Nathalie est en parfaite santé. Elle a une fertilité incroyablement élevée, s'écria le médecin. Le diagnostic de stérilité congénitale, l'incapacité de produire des spermatozoïdes viables, c'était le vôtre, Amaury. C'est vous qui êtes complètement et définitivement stérile. Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Les mains d'Amaury s'engourdirent. Il lâcha le col du médecin et recula en trébuchant, le regard fixe. Le sous-sol se mit à tourner violemment. Les paroles du médecin le frappèrent comme un train de marchandises, anéantissant complètement sa réalité. Son arrogance, l'excuse qu'il avait utilisée pour jeter Nathalie comme un déchet, tout reposait sur un mensonge catastrophique. S'il était né stérile, une réalisation explosive frappa son esprit. Le garçon à la maison, le fils dont Sandrine et Howard se vantaient constamment, de qui était cet enfant ? Amaury quitta le sous-sol comme un zombie, traînant les pieds, laissant le médecin en pleurs sur le sol. Il rentra chez lui dans une rage folle. Après avoir garé sa voiture dans l'ombre, il se faufila dans son propre hôtel particulier.
Sandrine dormait. Amaury se glissa dans la chambre du petit garçon, fixant l'enfant endormi. Une haine venimeuse bouillonnait en lui. Les mains tremblantes, il prit une paire de ciseaux et coupa une mèche de cheveux du garçon, en s'assurant que les racines étaient présentes, et la fourra dans un sac plastique. Le lendemain matin, Amaury ne se rendit pas au travail et se rendit dans un laboratoire d'ADN privé et discret en banlieue. Il remit son propre prélèvement et les cheveux de l'enfant, payant le double pour une commande urgente. Les 3 jours d'attente furent une torture psychologique. Au bureau, il était comme un fantôme, incapable de se concentrer, ce qui lui valut d'autres réprimandes de la part de Nathalie. À la maison, il avait envie de vomir chaque fois que Sandrine exigeait qu'il lui achète un nouveau bracelet Cartier. Le 3e jour, le laboratoire appela. Amaury s'y précipita pendant sa pause déjeuner. Assis dans sa voiture, ses mains tremblaient violemment alors qu'il déchirait l'enveloppe. Ses yeux tombèrent sur la conclusion en gras au bas de la page. Probabilité de paternité, 0%. Il n'était pas le père. L'enfant qu'il avait élevé avec fierté, l'enfant pour lequel il avait détruit la vie de Nathalie, était le bâtard d'un autre homme. Amaury perdit la tête. Il frappa son volant, hurlant jusqu'à ce que sa gorge saigne. Le poids de sa propre stupidité l'écrasait. Il avait rejeté une femme brillante et loyale qui avait réellement mis au monde des jumeaux. Tout cela pour une sociopathe manipulatrice qui s'était servie de lui comme d'une couverture dorée pour son adultère. Amaury écrasa l'accélérateur et repartit en trombe vers son domaine. Il ne se gara pas dans l'allée. Il laissa la voiture plus bas dans la rue et se glissa par le portail du jardin latéral. La maison était calme, les domestiques étaient sortis. Alors qu'il s'approchait du salon extravagant, il entendit Sandrine ricaner. Ce n'était pas le rire d'une mère jouant avec son enfant. C'était le rire sensuel et essoufflé d'une femme qui flirte. Amaury jeta un coup d'œil derrière la colonne de marbre. Sur l'imposant canapé roche-beaubois, Sandrine était prélassée luxueusement. Juste à côté d'elle se trouvait Aaron, leur chauffeur personnel, le gars qui conduisait Sandrine à ses journées au spa. Aaron avait son bras passé nonchalamment autour de l'épaule de Sandrine, tandis que la main de celle-ci caressait ses doigts. Il semblait incroyablement intime, traitant la tel particulier comme s'il leur appartenait. Aaron eut un sourire narquois, murmurant quelque chose d'obscène à l'oreille de Sandrine, ce qui la fit pousser des petits cris de plaisir. Le monde d'Amaury partit en fumée. Cette trahison se déroulait sur son canapé, acheté avec son argent. Dans un rugissement primaire, Amaury fit irruption dans la pièce, jetant les résultats d'ADN froissés directement au visage de Sandrine. « C'est donc ce que tu fais dans ma maison, espèce de hurla Amaury. » Sandrine et Aaron sursautèrent de terreur. Les papiers d'ADN s'éparpillèrent sur la table basse en verre. Le visage de Sandrine se vida de ses couleurs lorsqu'elle vit le 0% imprimé en gras. Aaron tremblait comme une feuille. Amaury s'élança en avant, saisissant Aaron par le col de son uniforme, et lui décocha un violent crochet du droit à la mâchoire. Aaron s'écrasa sur la table basse, brisant le verre. Terrifié par l'idée d'être accusé de meurtre, Aaron se releva avec peine et s'enfuit par la porte d'entrée, abandonnant Sandrine. Amaury tourna son regard psychotique vers sa femme. Il s'attendait à ce qu'elle tombe à genoux et implore son pardon. Au lieu de cela, Sandrine se leva, lissa sa robe de créateur et le fixa avec un défi absolu et sans aucun remords. « Tu te prends pour un saint, Amaury ?» hurla Sandrine. « J'ai fait ça parce que tu es un raté défectueux. Tu tires à blanc. Je devais assurer ma position dans cette famille. Mon père exigeait un petit-fils, alors j'en ai trouvé un. Tu devrais me remercier à genoux d'avoir caché ton pitoyable secret médical. » Ces paroles furent comme de l'essence jetée sur le feu de la rage d'Amaury. Il hurla qu'il allait la jeter à la rue et divorcer immédiatement. Mais Sandrine laissa échapper un rire méchant et moqueur qui le stoppa net. Elle s'approcha tout près de son visage. « Si tu essaies de divorcer ou de me mettre dehors, mon père enverra la police judiciaire à ta porte avant minuit. Tu crois que je ne sais pas comment tu as financé mon train de vie? J'ai les clés USB. J'ai chaque virement bancaire des fonds de l'entreprise que tu as détourné par abus de biens sociaux. Mon père siège au conseil d'administration. Un seul mot de ma part, et tu pourriras dans une maison d'arrêt de haute sécurité pour le restant de ta pitoyable vie. » La menace frappa Amaury comme un coup de poing. Il était totalement pris au piège. Au bureau, sa carrière était finie, sous le contrôle de son ex-femme. À la maison, il était un mari trompé élevant l'enfant d'un chauffeur. Et maintenant, il faisait face à des accusations criminelles d'abus de biens sociaux. Il allait tout perdre. La panique et un désespoir total s'emparèrent de son cerveau. Il devait fuir le pays immédiatement, mais ses comptes professionnels étaient gelés et son salaire avait été réduit à néant. Il lui fallait des millions en liquide et intraçables. Une idée vile et psychotique germa dans son esprit. Les jumeaux de Zacharie. Zacharie était milliardaire. Il paierait n'importe quelle rançon pour ses héritiers. Amaury pourrait enlever l'un des enfants, exiger 10 millions d'euros en crypto-monnaie et disparaître à l'étranger avant que quiconque ne le rattrape. Aveuglé par l'avidité et la folie, Amaury quitta la maison et se rendit dans un quartier malfamé de la ville. Il contacta des voyous locaux qu'il connaissait grâce à des affaires louches. Il leur donna ses dernières liquidités et les plans du domaine de Zacharie, leur ordonnant de frapper la maison le soir même. À la faveur de l'obscurité, le plan désespéré fut mis en marche. Les malfrats contournèrent la sécurité du périmètre de la propriété, qui semblait étrangement légère cette nuit-là.
Ils s'introduisirent par les portes de la terrasse arrière et rampèrent jusqu'à la chambre des enfants. Dans la pénombre, ils virent le berceau. L'un des voyous saisit le paquet pesant enveloppé dans des couvertures de luxe et ils se précipitèrent vers leur camionnette de fuite, se dirigeant droit vers un entrepôt industriel désaffecté à la périphérie de la ville où Amaury les attendait. Ils n'avaient aucune idée que chaque pas qu'ils faisaient avait été filmé en ultra haute définition. La sécurité allégée était un piège soigneusement tendu. Zachary, disposant des ressources d'une petite agence de renseignement, avait anticipé qu'Amaury ferait quelque chose d'incroyablement stupide et désespéré. Dans l'entrepôt délabré, Amaury faisait les 100 pas frénétiquement, trempé de sueur. Les voyous arrivèrent et jetèrent brutalement le paquet emmailloté sur une table en métal rouillé. Les mains d'Amaury tremblaient violemment, alors qu'il s'apprêtait à déballer la couverture, prêt à contempler son ticket de sortie du pays à plusieurs millions d'euros. Au même moment, le lendemain matin, une réunion d'urgence massive du conseil d'administration se tenait dans le bureau de direction, au dernier étage de la multinationale. Tous les actionnaires principaux étaient présents, y compris Howard, le père de Sandrine, assis près de la tête de table, l'air pompeux et puissant. Zachary se tenait devant le podium, le visage sombre et impitoyable. Il venait de terminer la présentation d'un audit comptable révélant un abus de biens sociaux massif au sein de l'entreprise. Sans une once d'hésitation, Zachary lâcha le nom d'Amaury, projetant les numéros de compte bancaire exacts qu'Amaury avait utilisés pour voler des millions. Howard eut le souffle coupé, son visage devenant livide. Il n'avait aucune idée que le gendre qu'il soutenait était un simple voleur, dérobant sous son nez. La salle de conférence éclata en murmures furieux. Zachary leva la main, faisant taire les milliardaires. Cet abus de biens sociaux n'est qu'une simple contravention, comparé au crime qu'il a commis la nuit dernière, annonça Zachary, sa voix vibrant d'une autorité mortelle. Zachary cliqua sur une télécommande. L'immense écran de projection 8K derrière lui s'alluma, affichant un flux vidéo en direct d'une clarté cristalline. Toutes les mâchoires tombèrent. L'écran montrait Amaury, transpirant et paniqué, debout dans un entrepôt abandonné et immonde. Howard eut l'air de faire une crise cardiaque en voyant son gendre à l'écran. Sur le direct, Amaury retira avec excitation la couverture du bébé, mais alors que le tissu tombait, tout le sang se retira du visage d'Amaury. Il n'y avait pas de bébé. À l'intérieur de la couverture se trouvait un ours en peluche lourd, de taille réelle, et parfaitement encastré dans l'œil de verre de l'ours se trouvait une caméra de surveillance haute définition clignotante. Cette même caméra diffusait le crime d'enlèvement d'Amaury en direct, devant le conseil d'administration. Ce que vous regardez est une transmission en direct de l'emplacement actuel d'Amaury. La voix de Zachary résonna comme le tonnerre dans la salle. La nuit dernière, ce lâche a engagé des hommes armés pour s'introduire chez moi et enlever mes enfants contre rançon. Heureusement, mon équipe de sécurité avait anticipé ces moindres faits et gestes. Nous avons remplacé le berceau par un leurre. Le chaos explosa dans la salle de conférence. Les milliardaires criaient leur indignation. Howard cacha son visage dans ses mains, complètement humilié. Son héritage prestigieux, bâti sur l'élitisme, venait d'être détruit en quelques secondes parce que son gendre était un criminel violent. Mais Zachary n'en avait pas fini. Il tourna son regard de prédateur vers Howard. Et quant à vous, Howard, parce que vous avez activement protégé cet homme, ignorez les signaux d'alerte flagrants de l'audit et utilisez votre siège au conseil pour couvrir l'incompétence de votre famille, ma société rompt officiellement tous ses liens, investissements et contrats avec vos holdings. Avec effet immédiat. Howard s'effondra dans son fauteuil en cuir ergonomique, se tenant la poitrine. Le décret de Zachary signifiait une faillite instantanée et irrécupérable pour tout l'empire d'Howard. Les autres membres du conseil écartèrent physiquement leur chaise d'Howard, le traitant comme s'il était radioactif. Pendant ce temps, dans l'entrepôt humide, Amaury recula en trébuchant, le dos frappant le mur de briques, alors qu'il réalisait qu'il avait été totalement surpassé. Il fixa la caméra clignotante à l'intérieur de l'ours en peluche avec un désespoir que les mots ne pourraient décrire. Soudain, le hurlement de dizaines de sirènes de police perça l'air matinal. Zachary avait donné les coordonnées GPS au GIGN des heures auparavant. En entendant les sirènes, les voyous recrutés jurèrent, bousculèrent Amaury et s'enfuirent par les portes arrière vers les ruelles, laissant Amaury figé par la terreur. Simultanément, une voiture de sport de luxe dévala le chemin de gravier vers l'entrepôt. C'était Sandrine. Elle venait de recevoir un appel hystérique de son père hurlant qu'ils étaient complètement ruinés. Elle avait forcé Aaron à lui dire où se trouvait la cachette d'Amaury. Sandrine n'était pas venue pour sauver son mari, elle était venue pour le détruire. Elle ouvrit la porte de l'entrepôt d'un coup de pied, ses talons aiguilles de créateur crissant sur le verre brisé. Elle vit Amaury tapi dans un coin comme un rat acculé, tandis que les sirènes hurlaient dehors et que les gyrophares rouges et bleus clignotaient à travers les fenêtres encrassées. Le GIGN mettait en place un périmètre de sécurité. Sandrine ne se souciait pas de la police. Elle marcha vers Amaury et lui asséna une gifle d'une force inouïe en plein visage. « Espèce de moins que rien !» Sandrine hurla comme une furie. « À cause de ta stupidité absolue, mon père est ruiné. Mon fonds fiduciaire a disparu. Tu as ruiné ma vie. » La gifle sortit Amaury de son état de choc.
La peur paralysante se mue en une rage explosive et aveugle. Il se jeta en avant et poussa violemment Sandrine par les épaules. « C'est toi qui as ruiné ma vie, espèce de parasite !» rugit Amaury, crachant dans sa direction. « Si tu ne m'avais pas manipulé avec cet enfant bâtard et ton chauffeur, je ne serais pas là. Tu m'as fait rejeter une femme qui m'aimait vraiment. Tu n'es rien d'autre qu'une chercheuse d'or. » La dispute verbale dégénéra instantanément en une violente bagarre physique. Sandrine, sentant sa vie d'élite lui échapper, l'attaqua comme un animal sauvage. Lui griffant le visage et déchirant son costume, Amaury se défendit, lui saisissant les poignets et la poussant brutalement. Ils s'écrasèrent violemment à travers les débris de l'entrepôt, alors qu'Amaury se dégageait de l'emprise de Sandrine. Il recula trop vite. Son talon se prit dans un épais tuyau d'acier rouillé boulonné au sol. Amaury perdit l'équilibre et tomba violemment à la renverse. Il percuta une pile massive de lourdes poutres, de soutien en bois pourri et d'échafaudage en acier. L'impact provoqua l'effondrement de la structure instable. Une énorme poutre renforcée d'acier de 500 kilos tomba lourdement, s'écrasant directement sur les deux jambes d'Amaury. Un hurlement d'agonie pure déchira la gorge d'Amaury. Il agrippa ses jambes broyées, son visage devenant d'une pâleur spectrale sous le choc. Les os de sa partie inférieure étaient complètement pulvérisés. Il ne sentait plus rien en dessous de la taille. À cet instant précis, le GIGN pénétra dans l'entrepôt avec des grenades assourdissantes, hurlant à tout le monde de se mettre à terre. Sandrine tomba à genoux, sanglotant hystériquement, les mains en l'air. Amaury restait là, étendu dans la poussière, hurlant de douleur alors que les infirmiers se précipitaient. Au milieu des gyrophares de la police, une Maybach noire élégante s'arrêta devant le ruban de sécurité. Zacharie en sortit, vêtu d'un costume sur mesure, et ouvrit la portière. Nathalie descendit, ressemblant à une véritable reine dans un trench coat élégant, parfaitement calme et épargné par le chaos. Zacharie lui tint la main alors qu'il franchissait les barricades. Nathalie voulait voir le dernier chapitre de l'homme qui avait essayé de la détruire. Alors qu'ils entraient, Amaury, que l'on chargeait sur une civière, croisa le regard de Nathalie. En la voyant là, si puissante et si belle, l'esprit d'Amaury se brisa complètement. L'agonie physique de ses jambes broyées était éclipsée par un regret qui lui déchirait l'âme. Traînant le bas de son corps paralysé, il tendit sa main ensanglantée vers les chaussures de créateur de Nathalie. « Nathalie, s'il te plaît, pardonne-moi. » Amaury sanglotait pathétiquement, ses larmes se mélangeant à la poussière et au sang sur son visage. « Je suis tellement désolé. J'ai été un imbécile. J'ai jeté un diamant pour des ordures. » « S'il te plaît, dis à Zacharie d'abandonner les poursuites. Je ne peux pas aller dans une maison d'arrêt de haute sécurité. S'il te plaît. » Nathalie regarda l'homme pitoyable qui pleurait à ses pieds. Son visage était totalement dénué de pitié. Elle se souvenait de la pluie glaciale. Elle se souvenait d'avoir été traitée de défectueuse. « Amaury, les mensonges que tu as semés ont donné une récolte amère, et maintenant, tu dois la consommer, » dit Nathalie d'une voix étrangement calme, mais assez tranchante pour couper du verre. « Vise avec tes regrets. Tes larmes ne signifient absolument rien pour moi. » Elle fit un pas en arrière pour rester hors de sa portée. Elle leva les yeux vers Zacharie et lui offrit un sourire chaleureux et aimant. Zacharie lui rendit son sourire, passant son bras de manière protectrice autour de ses épaules. Sans jamais se retourner, Nathalie et Zacharie sortirent de l'entrepôt immonde, laissant Amaury hurler son nom dans le vide alors que la police l'emmenait. La raison d'Amaury vola totalement en éclats, sachant que la femme qu'il avait rejetée vivait désormais une vie de pouvoir et d'amour intouchable qu'il ne connaîtrait plus jamais. Un an plus tard, entre les murs de béton froid d'une maison d'arrêt de haute sécurité, l'air était lourd et vicié. Les néons blafards grésillaient dans la triste salle commune des détenus. Dans un coin, assis dans un fauteuil roulant rouillé fourni par l'administration, se trouvait Amaury. Ses jambes avaient été amputées à cause de la gravité de ses blessures. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, décharné, les cheveux grisonnants et clairsemés, le regard éteint à jamais. Il ne survivait que grâce à la maigre charité des auxiliaires de prison. Les yeux ternes d'Amaury étaient fixés sur le petit téléviseur en cage fixé dans un coin de la pièce. Un reportage sur l'art de vivre diffusé sur une chaîne économique mettait en avant l'entreprise de l'année, décernée au conglomérat de Zacharie. Mais ce ne sont pas les nouvelles financières qui brisèrent Amaury. Le reportage passa à des images exclusives de Zacharie et Nathalie, organisant un deuxième anniversaire somptueux et magique pour leurs jumeaux, Adrien et Alice, dans leur immense domaine de Deauville. À l'écran, Nathalie se tenait dans un jardin baigné de soleil, rempli d'hortensias en fleurs. Elle semblait d'un bonheur à couper le souffle, tenant les mains de ses bambins alors qu'ils titubaient sur la pelouse impeccablement tondue. Les enfants rayonnaient de santé, entourés d'un océan d'amour. En regardant l'écran, des larmes brûlantes coulèrent silencieusement sur les joues creuses d'Amaury. Sa poitrine lui faisait physiquement mal. Il avait tout eu, un poste de direction grassement payé, un hôtel particulier et une épouse d'une loyauté féroce, mais son ego et son avidité avaient tout réduit en cendres. Désormais, il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, à pourrir dans un fauteuil roulant, sans un sou, sans enfant, seul. Ce regret atroce était sa véritable condamnation à perpétuité. À des kilomètres de là, dans un centre de détention pour femmes particulièrement rudes, Sandrine affrontait son propre destin.
Son botox s'était estompé, ses vêtements de marque avaient été remplacés par une combinaison orange trop grande et rêche. Ses mains étaient couvertes de cloques et à vif. Sandrine était actuellement à genoux, frottant le sol immonde de la cafétéria avec une brosse cassée. Une détenue intimidante et lourdement tatouée lui aboya de frotter plus vite, renversant délibérément un plateau de restes de bouillie sur le sol qu'elle venait de nettoyer. Sandrine baissa simplement la tête et pleura silencieusement. Howard, son père, avait été victime d'un accident vasculaire cérébral massif après sa faillite et vivait dans une maison de retraite publique, totalement incapable de l'aider. Son vernis d'élite avait disparu pour toujours. Pendant ce temps, sous le soleil doré de l'après-midi, la vie était parfaite au domaine de Nathalie et Zacharie. Une brise légère soufflait depuis le lac, faisant bruisser les feuilles dans leur immense jardin. Le son de rire pur et innocent remplissait l'air. Adrien poursuivait furieusement un papillon jaune sur l'herbe, tandis qu'Alice poussait des cris de joie quand Nathalie la soulevait haut dans le ciel bleu. Nathalie regarda le visage rayonnant de sa fille, une gratitude profonde et chaleureuse envahissant son âme. Elle reposa Alice et embrassa sa joue rebondie. « Maman t'aime », murmura-t-elle, un mantra quotidien adressé au ciel pour ses bénédictions. Zacharie sortit par les baies vitrées de leur terrasse sur mesure. Il rentrait tout juste d'une réunion pour une fusion massive, mais son visage s'adoucit instantanément à la vue de sa famille. Il s'accroupit juste à temps pour attraper Adrien, qui lui sauta dans les jambes. Zacharie hissa le garçon sur ses larges épaules et s'approcha de Nathalie. Ses yeux étaient remplis d'une adoration absolue. Zacharie passa son bras libre autour de la taille de Nathalie, la serrant contre sa poitrine. « Merci d'être la femme la plus forte que je connaisse et le plus grand miracle de ma vie. »« Nathalie » murmura Zacharie, sa voix grave l'enveloppant comme une couverture chaude. Nathalie appuya sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur, forts et réguliers. Elle ressentait une paix dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Les violentes tempêtes de son passé s'étaient complètement dissipées, laissant derrière elle un magnifique arc-en-ciel permanent. Les chapitres sombres de la trahison et de l'humiliation étaient clos à jamais. Désormais, sa vie n'était remplie que des rires de ses enfants, de la protection indéfectible d'un mari qui la vénérait et de la preuve ultime que la vérité finit toujours par triompher.